Il existe aux quatre coins du monde des centaines de communautés qui continuent à vivre dans les montagnes, au cœur des forêts ou dans les îles, loin de la civilisation. Depuis des millénaires, ils cultivent une relation d'équilibre avec leur écosystème. Ce sont les peuples racines. Aujourd'hui, avec les scientifiques, ils sont engagés dans la sauvegarde de ces territoires d'exception. À l'est de l'océan Indien, il existe un paradis terrestre méconnu, des îles Vierges contenant une incroyable diversité naturelle. Dans ce monde qui ne s'offre qu'aux marins, vivent les Moken, l'une des dernières communautés de nomades des mers. Nous les Moken, notre territoire est la mer. Nous naviguons sur la mer d'Andaman. Les Moken savent chasser sous l'eau. On a toujours vécu heureux dans les îles. La mer est leur route. Le récif corallien, les plages et les montagnes contiennent leurs mythes et leurs ressources. Tortues, cachalots et raies manta vivent autour des lagons. Constamment en déplacement, cette communauté ne compte aujourd'hui plus que 3000 membres, dispersés en différents groupes dans l'archipel des Mergui, au sud de la Birmanie. Un archipel mystérieux de 800 îles, resté inaccessible pendant très longtemps. La dictature et l'éloignement ont mis cette région à l'écart du monde pendant plusieurs siècles. Le territoire et le mode de vie des Moken, dans ce fragile écosystème, est aujourd'hui menacé depuis l'ouverture à la pêche industrielle et au tourisme. Pour sauver l'archipel et ses habitants, scientifiques et Moken partagent leurs connaissances pour protéger leur territoire encore sauvage. Il y a urgence à trouver des solutions. Laroun et son cousin Piqué sont parmi les derniers chasseurs des mers. Dans leur quête de poissons, ils n'usent que du harpon et du trident. Nous sommes des Moken de la mer, pas des Moken d'eau douce. Les Moken d'eau douce ne savent pas plonger pour chercher des trochus. Ils ne savent pas harponner des poissons et ont peur des requins. Ils plongent dans leurs forêts sous-marines. On dit que les enfants Moken savent nager avant même de savoir marcher. On a appris avec nos grands-parents et nos parents. On l'a appris à nos enfants pour qu'ils ne soient pas affamés. Il y a 6 jours, on est allé à 6 brasses de profondeur, mais on peut aller aussi jusqu'à 9. Avec le soleil de saison sèche, on peut plonger jusqu'à 30 brasses.
Elle était comme ça, mais je l'ai ratée. Toi, t'as fait comment? J'ai attendu que tu finisses, j'ai poussé mon harpon. Je l'ai suivi et j'ai eu la mer. Ah, c'est très bon. On peut les manger avec du riz. Normalement, on ne les mange pas, on les échange. Il y a la raie moy et la raie caca. C'est une raie de Lébi. C'est difficile d'harponner, car les autres pêchent en masse. On leur dit d'arrêter car ils ramassent tous les poissons. Et nos enfants pleurent parce qu'ils ont faim. Autrefois, il y en avait beaucoup. On pouvait les manger ou les échanger contre des gâteaux. Comme mon oncle, je prie les esprits pour qu'ils nous donnent du poisson. Laroun va pouvoir vendre le produit de sa pêche à son marchand local contre du riz, des vêtements ou de l'essence pour son bateau. Ces échanges économiques avec les Birmans permettent au groupe de Laroun de continuer à perpétuer un mode de vie semi-nomade. Ils vivent une partie de l'année sur leur bateau lors de la saison sèche, et lors du retour des pluies, ils retrouvent leur village en bord de mer. Les Moken doivent trouver leur place dans le monde moderne. À bord de ce navire, Maxime Boutry, ethnologue, travaille depuis une quinzaine d'années avec les Moken. Maxime a pour mission de finaliser une carte pour recenser les ressources naturelles et les sites sacrés des Moken, dans le but de faire valoir leurs droits sur leurs terres ancestrales. Une géographie sensible des îles qui mêle sciences modernes et savoirs indigènes. La première fois que je suis arrivé et rencontré les Moken, ma première sensation était un décalage total, une grosse incompréhension aussi de cette population. Mais je suis tombé sous le charme direct. Pour rejoindre les premiers villages où vivent les Moken, il faut quitter la ville de Koh Tang pour atteindre l'île de Niaoui, à une journée de bateau du continent. Maxime doit retrouver le groupe de Niaoui qui s'est sédentarisé récemment, mais continue d'entretenir des traditions liées au nomadisme. On arrive à Niaoui. Il y a 15 ans, il n'y avait aucune maison. Maintenant, je pense qu'il y en a une bonne soixantaine, avec un mélange de Moken et de Birmans. Des Moken vivent ici au milieu de 300 Birmans. Le développement de la pêche venant du littoral a entraîné une explosion démographique. Le village est coupé en deux. En front de mer, les maisons Moken. Et derrière la rue principale, le village birman et ses commerces, qui s'agrandit chaque année. Les Birmans étant majoritairement bouddhistes et les Moken croyant aux esprits de la nature. Maxime rejoint le groupe du chaman Ibing et de sa fille Ifit, des partenaires de longue date pour ses recherches. Il est devenu un médiateur important pour leur communauté. On va aller voir les terres Moken. Maxime, on va prendre ton bateau pour aller sur les îles. Ok, on y va. Oncle Wang vient aussi. Oui, appelle-le. J'habite ici avec mon père qui est le chaman de notre groupe. Avant, on était sur l'eau et on avait plein de bateaux avec nos ancêtres. Les Moken de Niaoui sont aujourd'hui marginalisés dans un monde économique où tout s'échange désormais contre de l'argent. Mais ils continuent de résister grâce à un lien très fort à leur environnement et à l'au-delà. Pour les Moken, il n'y a pas de différence entre l'homme et la nature. La mer et les montagnes sont peuplées d'esprits. Maxime cherche à comprendre ce lien vital qui les unit à leur territoire. Ifit l'emmène sur des lieux sacrés qui l'intéressent particulièrement pour sa mission. C'est bien là qu'il y a la pointe Bukit?
Oui. Oui, oui. Oui, c'est ici qu'il faut le placer. Il y avait des pirates malais ici, puis des militaires. Là, on trouve des vers de sable, des oursins, des crevettes géantes. Depuis des années, Maxime travaille sur une carte unique en son genre. De par leur mode de vie nomade fondé sur les ressources marines et forestières, les Moken ont une fine connaissance de l'environnement. Maxime recense leurs savoirs écologiques traditionnels en plaçant des symboles de la biodiversité et de leur rapport spirituel au monde. Animaux, montagnes, mais aussi les lieux de culte et la présence des esprits avec lesquels ils interagissent. L'analyse de la culture moken à travers les différents lieux de l'archipel nous a paru une très bonne entrée pour mettre justement en valeur d'abord auprès des autorités birmanes, mais aussi des acteurs du développement, la relation des Moken à leur environnement au sens large. L'autre, l'environnement naturel, l'histoire, les mythes, qui sont en fait inscrits partout dans le paysage archipélagique. Là, c'est Kula. L'ancêtre Kula nous envoie les esprits pour préparer les potions magiques. J'étais malade à cause d'un esprit. J'ai été guérie en buvant de l'eau magique. Il n'y avait ni docteur, ni médicaments avant. Ce sont les ancêtres qui m'ont guérie. Cette mission est la dernière étape avant de présenter ses recherches aux autorités birmanes afin de protéger la biodiversité et faire reconnaître le droit des Moken sur leurs îles. Ifit et Ibing emmènent Maxime sur une plage où doit avoir lieu lors de la dernière pleine lune avant la saison des pluies, la cérémonie la plus importante du monde Moken, le rituel des Lobung. Et ici, c'est quelle plage? La plage Bilou. Et vous faites quoi sur cette plage? Nous faisons le Lobung, la fête des poteaux aux esprits. Et vous priez quels esprits ici? C'est l'esprit de la maladie, c'est Kula. Le chaman se recueille au pied de poteaux sculptés à la mémoire de leurs ancêtres. Mangez-en chacun un peu, vous et les autres esprits. Que tout aille bien par la suite pour nos petits-enfants. Protégez-les de la maladie. Tu as apporté de la farine de riz gluant pour la fête des poteaux aux esprits? Bien sûr, on viendra pour le Lobung. Tu sais, on ne peut pas faire la cérémonie à la lune descendante. Sinon, nous allons tous mourir. Tu veux que je ramène un poulet? Oui, le poulet doit être vivant. Amène-nous du miel, de l'alcool et des oignons. Expression de l'art Moken et moyen de communication avec l'au-delà. Chaque année, pour rendre hommage aux esprits, ils refont de nouveaux poteaux, les précédents étant abandonnés dans la forêt. Pour la préparation de la future cérémonie Lobung, Ibing part en quête de l'arbre sacré. Là-bas, il y a du bois Kayemaka. Ibing connaît les secrets des îles. Chaque espèce, chaque ressource. Au pied de l'arbre, il offre de l'argent et des feuilles de bétel pour demander à l'esprit la permission de l'abattre. Esprit, êtes-vous là? Voici pour vous. Ne nous mordez pas, ne nous attaquez pas. Le chaman doit respecter le monde naturel et surnaturel. La forêt, comme les montagnes, contiennent les esprits. Les poteaux, ce sont nos ancêtres fondateurs. Nous vivons tous ensemble dans le même environnement.
Ibing repart avec les troncs d'arbres qui seront sculptés et peints au village de Niaoui pour la prochaine cérémonie. Ce cadre de vie grandiose contient les mythes des esprits Moken. Le cycle de vie et de mort. Comme un voyage vers l'autre monde, il faut traverser le bras de mer pour rejoindre l'île en face où se trouve le cimetière de leur communauté. Ipit, c'est quelle île ça? C'est l'île d'Aling. Et vous y faites quoi ici? Autrefois, nous enterrions nos morts et on dansait. Oh, ok. Nous les enterrions à la pointe de l'île. Maintenant, il y a les Birmans. On ne peut plus enterrer nos morts. Pourquoi tu venais là? Tout le monde est là dans le sable. Là-bas, c'est mon ancêtre féminin. Ils sont tous par là, dans le sable? Ici, il y a ma mère, là mon fils, là ma femme. Là-bas, c'est mon grand-père, le père de ma femme. Et toi, où voudrais-tu être enterré? Je voudrais être ici. Ici? Ici, les esprits sont présents. Ailleurs, ce n'est pas sûr. Non loin, le monde moderne s'invite dans l'archipel. Leur cimetière, leur lien spirituel aux ancêtres, est menacé par un complexe hôtelier en construction. L'archipel des Mergui fait figure de nouvelles frontières pour les tours opérateurs asiatiques. Le groupe de Ibing se rend pour la première fois sur le chantier d'un futur resort birman. Quelle poussière! Les Moken n'aiment pas la confrontation directe. Pour contourner le problème, c'est Maxime qui va transmettre leurs inquiétudes. Pour le responsable de l'hôtel, les Moken font partie du décor. Mais il faudra respecter des limites. Nous ici, on construit un hôtel. On a des problèmes en tout genre. Donc s'entendre dire qu'on interdit aux Moken de venir, c'est pas bon. Pour ma part, il n'y a pas de problème à ce que les Moken viennent sur leur cimetière. Pour dire franchement, je ne leur ai jamais interdit de venir. Par contre, s'ils viennent couper un arbre, parce qu'ils veulent manger des fruits par exemple, là ce n'est plus possible. Là, ça n'ira pas. Il faut qu'ils nous laissent pratiquer nos rituels, apporter de l'alcool et célébrer les ancêtres. Et ils ne doivent pas toucher à nos cimetières. Grâce à l'intervention de Maxime, le responsable de l'hôtel confirme aux Moken de Niaoui qu'ils auront le droit de se rendre sur leur cimetière. En guise de trésor de guerre, ils récupèrent quelques barres de fer sur le chantier. Il faut mettre le cap vers le nord de l'archipel en direction de Punala, sur l'île de Lampi, pour retrouver l'Haroun et les siens, une communauté de Moken qui vivent encore selon des traditions maritimes ancestrales de chasseurs des mers. Il y a une vingtaine d'années, les Birmans ont tenté de regrouper tous les Moken de l'archipel ici, à Punala, pour en faire un village modèle, mais surtout pour pouvoir les contrôler via la langue birmane et l'éducation. Insaisissables, volatiles, la plupart des Moken ont fui. Après avoir été chassée des îles du Nord, la famille de l'Haroun et de son père Gatcha s'est réfugiée dans ce village. Gatcha est le grand chaman, une figure emblématique qui fait le lien entre les différents groupes Moken de l'archipel. Leur communauté reste encore forte car ils continuent de trouver des ressources.
Autrefois, sur nos bateaux, on pouvait aller n'importe où, jusqu'aux montagnes là-haut et jusqu'aux étoiles. Si on vit et travaille sur les bateaux, on peut avoir un peu d'argent. À terre, il faut acheter le poisson, les gâteaux, le thé, et l'argent disparaît. Quand j'étais jeune, il y avait des trochus gros comme mon genou. Et tant d'autres coquillages. Les Moken ont sillonné les rivages d'Asie du Sud-Est avant de trouver refuge dans l'archipel oublié des Merguis. Ils naviguaient à la voile, à bord de leur kabang, un navire maison insubmersible. Cette région fut longtemps fermée aux étrangers. Le territoire était préservé et la profusion des ressources permettait aux Moken de vivre en totale autonomie, jusqu'à l'ouverture de la pêche industrielle au Birman. Depuis, la faune aquatique diminue chaque année. Gacha, témoin de cette transition, est l'un des derniers à savoir parler aux esprits des ancêtres. Des esprits qui ont toujours permis aux Moken de survivre jusqu'à aujourd'hui. Je fais en sorte que nos âmes soient tranquilles. Je fais en sorte qu'à chaque saison des pluies, vous ayez à manger, que vous puissiez élever vos enfants et petits-enfants. Si les hommes offrent suffisamment aux esprits, on peut travailler. Ceux qui ne donnent pas assez aux esprits et aux divinités ne peuvent pas travailler. S'il n'y a pas assez d'offrandes, les terres se réchaufferont et les esprits s'envoleront. Le groupe de Gacha a réussi à s'adapter en continuant de vivre entre le village et la mer. Son fils Larun perpétue une autre manière d'être semi-nomade. Au petit matin, il embarque sa famille. Grâce au moteur, son navire peut tracter plusieurs petites embarcations à bord desquelles se trouvent ses deux filles. Ce train de bateau remplace les anciens navires traditionnels, les kabang, qui naviguaient à la voile et à la rame. Aujourd'hui, grâce au moteur, ils naviguent en flottille. Cela permet à tout un groupe d'aller collecter les ressources dans l'archipel. Les Moken reprennent les routes du passé et montrent un signe de résilience et d'affirmation de leur culture. Après quelques heures, Larun a jeté l'ancre au bord d'une plage sauvage et la flottille s'est dispersée. Dans la culture Moken, les femmes collectent et les hommes chassent. C'est bon pour l'estomac et ça rend le corps fort. On va chercher des calamars la nuit pour le commerçant. C'est lui qui nous dit d'en chercher pour les vendre. J'ai vu un poisson. Vas-y par ici. Les Moken doivent trouver des ressources quotidiennement, car ils refusent l'accumulation de biens. Larun et les siens se retrouvent à bord pour partager la collecte du jour. Soit on donne aux enfants, soit on mange tout. Quoi qu'il arrive, on va se débrouiller. On n'en donnera pas aux enfants. On va pouvoir se gaver sans les enfants de Larun en plus. Et lui a tourné son harpon n'importe comment. À cause de ça, j'ai pas pu l'embrocher, il est parti. Et du coup, j'ai pas les bons poissons pour cuisiner.
À la tombée du jour, les femmes Moken deviennent pêcheuses de calamars. L'une des rares ressources encore disponibles qui leur sert de monnaie d'échange. Les femmes normalement travaillent à terre, mais depuis la raréfaction des ressources maritimes, elles ont pour mission d'aider les hommes dans leur quête de nourriture. J'ai peur des vagues et j'ai peur du vent. Les femmes sont obligées de sortir, même si nous avons peur du vent et des vagues. On fait 1 ou 2 kilos par jour. C'est pas beaucoup pour se procurer le riz. Les birmans, avec leur lumière, attirent tous les calamars. Autrefois, nous pouvions trouver beaucoup de choses. Maintenant, c'est difficile. Plus de trochus, plus de miel, plus de raimanta, plus de bénitiers, et même plus de calamars. Piqué a peur de la présence des mauvais esprits. Au loin, des lueurs étranges et menaçantes. Des vaisseaux venus d'ailleurs illuminent l'archipel. Deux mondes s'entrechoquent. Chaque nuit, des centaines de bateaux de toute taille pêchent au lamparo. Leurs ampoules fluorescentes attirent les calamars. C'est de plus en plus difficile de trouver des calamars. Nous sommes très nombreux à pêcher dans l'archipel. Je ne sais pas comment font les Moken pour survivre. Je travaille ici depuis une dizaine d'années et la flotte augmente chaque année. Beaucoup de gros chalutiers utilisent des techniques de pêche illégales. Depuis l'ouverture de l'archipel des Merguis à l'industrie de la pêche, 8000 bateaux birmans sillonnent désormais la région. La surexploitation hors de contrôle provoque la disparition des ressources maritimes. En conséquence, les aires de collecte des Moken disparaissent peu à peu. Maxime est venu rejoindre l'Arun pour se rendre dans le parc naturel de Lampi, surnommé Lebi par les Moken, l'île-mère. Une zone maritime officiellement protégée par l'État depuis 2003. Ils y retrouvent Miguel, un biologiste marin avec qui ils ont pour mission de nettoyer le corail impacté par l'industrie de la pêche. Ils auraient peur d'avoir ce type de tatouage. Pourquoi? Ils croient que ça attire les mauvais esprits et qu'ils peuvent même être mordus dans la mer en pêchant les calamars. Par les singes? Pas spécialement par les singes, mais par les mauvais esprits. Alors je dois garder un œil ouvert. Sur les esprits, oui. Autour de ces îles, il y a de nombreux filets abandonnés par les pêcheurs. Moi, d'aller sur ces endroits-là, ça me permet déjà de compléter un peu la carte. Les Moken connaissent tous les endroits de l'archipel. Les Moken sont les meilleurs pour savoir où se trouvent les filets. Ils passent leur vie sur l'eau. Ils sont nos yeux et nos oreilles pour trouver du matériel. Ils savent mieux que nous. Nous appelons ces filets des filets fantômes. Ils continuent de piéger les poissons. Si personne ne vient récupérer ces poissons qui se prennent dedans, ils meurent. Grâce à leur collaboration, plus de 100 kilos de filets fantômes ont été collectés dans l'archipel.
Il faut tirer des enseignements de leur rapport au vivant et créer une alliance avec la science moderne pour protéger ces écosystèmes et permettre à la vie de se régénérer. Le périple de Maxime continue en direction des îles de Lengan. Les îles les plus sauvages de l'archipel, autour desquelles navigue l'un des derniers véritables groupes de nomades. Des Moken qui ont été expulsés par les Birmans de leur île d'origine et vivent désormais sur leur navire la majeure partie de l'année. De là d'où tu viens, il devait y avoir des vagues. Je suis allé pêcher avec ma femme et on est rentré bredouille. Phuket et sa flottille incarnent les valeurs essentielles de la philosophie Moken. Maxime complète ses informations grâce aux connaissances de ce groupe nomade en résilience. Là, on trouve les îles Latang, Song, Boyen. Là-bas, il y a 2 grottes vides, une grande et une petite. Dans la grande, on trouvait autrefois des nids d'hirondelles. Je viens de Domel. C'est une île plus au large. On a été chassés à cause de l'exploitation des perles. Ta famille et les gens de Domel, ils sont enterrés où alors? Sur l'île de Bouchi, à 10 km. C'est là qu'ils sont enterrés. Le mode de vie qu'ils ont développé en symbiose avec la nature est très menacé maintenant. J'ai pas réellement peur que les Moken disparaissent. Par contre, il est très probable que le mode de vie Moken tel qu'on l'a connu jusqu'à la fin des années 90 subisse de grosses transformations. Malgré le déracinement, les conflits, les Moken s'adaptent. Pour voyager léger, ils n'accumulent pas de biens et sont donc en quête perpétuelle de ressources. C'est ce mode de vie nomade qui leur a permis de gérer durablement les ressources de l'archipel depuis des siècles. Les Moken sont partout chez eux, maîtres de la plage. Phuket part avec son fils fouiller les profondeurs du littoral. Pour devenir un homme de la mer, les enfants participent aux tâches quotidiennes du groupe. C'est leur école de la vie. Il faut écoper l'eau. Mon fils ne va pas harponner car il n'a pas de lunettes, alors qu'il sait plonger. On plonge beaucoup pour chercher des poissons, d'une baie à une autre. On mange tout le soir et on ne garde rien. Les Moken cabotent d'île en île pour ne prendre que les ressources arrivées à maturité. Le prix de la liberté dans la philosophie Moken, c'est de refuser l'intégration. Ils ne pratiquent pas l'agriculture car ils seraient obligés de se sédentariser. Ils ignorent les avancées technologiques pour ne pas être dépendants. Ce sont des huîtres marteaux que l'on fait griller. Ce sont les enfants qui les ramassent. On les ouvre et on retire la chair pour la manger avec le riz. Les enfants ne sont pas scolarisés, par peur de perdre leur connaissance de la mer et des îles. L'école est un sujet sensible.
Elle a peur des gens. C'est des menteurs. Qui sont les menteurs? Pourquoi aurais-tu peur? Nous sommes Moken. Si on reste à la maison, les enfants ne peuvent pas travailler. Et ils ont peur de rester sur Terre avec les Birmans. Donc, on les prend avec nous sur les bateaux. Tu as choisi de ne pas vivre dans une maison, mais sur ton bateau? J'ai une maison à Lengan. J'y vais seulement quand c'est nécessaire. Il n'y a pas d'argent dans les maisons. Autrefois, nous nous arrêtions à la saison des pluies. Maintenant, nous continuons de sortir en mer. Les Moken qui ont encore un cœur et une âme font un bateau et vivent sur leur bateau. Être un vrai Moken, un choix de vie libertaire de plus en plus dur à assumer. Malgré la chute des ressources, ils vivent une époque de transition. Ils continuent de pratiquer les rituels pour demander aux esprits leur protection. Un acte de résistance culturelle. À l'autre bout de l'archipel, plus au sud, dans le village Niaoui, là où les Moken sont les plus menacés, se prépare un grand rituel. La communauté du chaman Ibing part pour le Lobung, la fête des poteaux aux esprits. Un culte qui avait quasiment disparu pendant plusieurs années. La pratique de cette cérémonie montre qu'ils continuent de résister. Ils se rendent sur la plage où vivent les esprits des grands ancêtres. Les arbres sacrés ont été sculptés et peints. Cette cérémonie marque la transition du nomadisme à la sédentarité, imposée par la mousson qui empêche de naviguer d'île en île. Les nouveaux poteaux aux esprits vont remplacer les anciens. Tout autour, on nettoie et on brûle pour chasser les mauvais esprits et les moustiques. Toutes les générations participent au rituel. Le singe. Ouais, le singe. Fais le singe. On va tout manger. Au sein d'un cercle clos autour du chaman, les Moken font des offrandes dédiées à chaque ancêtre, chaque esprit, chaque montagne. Le chaman doit négocier un contrat avec eux pour que la nature reste généreuse. Esprit, mangez, mangez beaucoup. Soyez riches. Mangez comme vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Pour rentrer en contact avec le monde surnaturel, Ibing offre de l'alcool. Donnez de l'alcool. Donnez de l'alcool. Le chaman est accompagné des danseuses sacrées, les Siti. La plus ancienne d'entre elles ne tarde pas à rentrer en transe. L'esprit descend dans son corps. Elle se retrouve possédée et déclame des bénédictions en malais ancien, lieu d'origine des Moken. Le passé ressurgit. L'entrée en contact avec les divinités se fait par des gestes répétitifs et saccadés. Le visage de plus en plus tendu, jusqu'à la révélation qui fait bondir la danseuse. Au son des percussions,
Les autres Siti se joignent alors à la danse en tournant autour des poteaux aux esprits. À la tombée du jour, les premières pluies viennent inonder l'archipel. Le temps est venu pour les Moken de retourner vivre à terre. Les chants, la musique, la transe vont durer toute la nuit. La force du rituel continue d'unir les Moken. Ils communient avec l'âme de leurs ancêtres. Ils se réconcilient avec la mer qui les nourrit et les esprits qui les protègent. Quelques jours plus tard, tous les Moken de l'archipel se réunissent pour un rendez-vous historique. Ils rejoignent l'île de Lampi, dans le village de Gacha, où va être présenté le travail qu'ils ont fait avec Maxime. Des retrouvailles qui permettent des échanges et des discussions sur des futurs mariages entre les différents groupes, afin de renouveler les générations. Venir ici, c'est galère. Comme pour aller chercher des calamars. Mais il y a des hommes ici, c'est bien. On se voit tous les 2 ou 3 mois entre le groupe de Niaoui et le groupe de Lampi. On fait des échanges d'hommes et de femmes entre nos groupes. On met un tel avec un tel pour étendre nos familles, de Phuket jusqu'au nord de l'archipel. Une rencontre importante, car ils vont découvrir la carte qu'ils ont faite avec Maxime avant de la présenter aux autorités birmanes. Maxime travaille avec une équipe de scientifiques à la création d'un futur musée sur la culture nomade des Moken. Un musée qui a une vocation politique pour établir une véritable reconnaissance de leurs droits sur leurs terres ancestrales. L'ethnologue expose dans les locaux de l'ONG Oikos une immense carte de l'archipel réalisée avec les Moken. C'est classe, ça va être une belle expo. L'idée, c'était aussi de montrer que on peut faire un très beau produit, une très belle expo dans un endroit comme ça, pour les Moken d'abord. On a axé surtout sur les ressources et après les espaces sacrés des Moken. Histoire de montrer aussi aux Birmans que bah voilà, l'archipel avant tout, il est Moken, bien avant d'être birman. Pour la première fois, les différents groupes de l'archipel se rejoignent spécialement pour découvrir l'exposition à leur hommage, en présence de ministres birmans. Un moment historique pour les Moken, afin de défendre leur territoire et leurs coutumes. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait et présentons ici pour que vous compreniez. Nous voulons montrer que de Mergui à Koh Tang, les Moken ont un nom pour chaque île, chaque plage et chaque montagne. Nous voulons montrer que les Moken connaissent tout des ressources. Dire ce qu'il y a derrière chaque nom de montagne, d'endroit, car partout il y a une histoire. L'histoire d'un Moken mort pour telle ou telle raison, par exemple. C'est pourquoi la carte que nous présentons indique les ressources et les endroits sacrés des Moken. Les cimetières, les lobung,
Tout ce qui est montré là n'est pas à nous. C'est aux Moken. Vous pouvez regarder librement, nous dire ce que vous aimez ou vous n'aimez pas, pour que nous puissions améliorer notre travail. On retrouve ici Ifit, Ibing, Gacha et tous ceux croisés sur la route des îles. Vous pouvez voir que toutes les ressources que vous m'avez indiquées sont sur la carte. Ils découvrent la carte et les photos de l'ethnologue Jacques Ivanov qui a passé sa vie auprès d'eux. Maxime Boutry en est le successeur. Les Moken sont fiers du résultat de ce travail sur plusieurs générations. Les scientifiques sont devenus aujourd'hui leurs ardents défenseurs. Je vais pouvoir montrer aux Birmans ce qu'ont fait les Blancs, qui sont allés partout sur les routes des Moken. Oui, ils savent tout. Jacques est même allé jusqu'à l'île de Lengan, où il a rencontré mon petit-fils. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Dans toutes les terres birmanes, il n'y en a qu'un comme lui. Il faut que ça vienne d'un occidental. Reconnaître le territoire des Moken ne sera possible que si les politiques birmans prennent conscience du trésor que représente la culture de ce peuple de la mer. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle de cette petite exposition. Hier, on a fait pour les Moken. Aujourd'hui, voilà, c'est les ministres régionaux qui viennent, les tour opérateurs, pour essayer de passer un peu ce message sur l'importance de la culture Moken dans l'archipel. Pour la première fois, des ministres viennent à la rencontre des Moken. Messieurs les ministres, messieurs, dames, je vous remercie tous de vous être déplacés jusqu'ici. Les ministres découvrent la carte des ressources de l'archipel. Mais très vite, ils sont interpellés par Omet, qui se plaint de leur situation. Nous, les Moken, nous ne pêchons pas avec des bombes. Mais les Birmans ne se gênent pas. Ils jettent des bombes, ils payent 10 000 bateaux militaires qui ferment les yeux. Ils donnent 5 000 et ils peuvent faire exploser. Nous, les Moken, on se fait arrêter si on jette des bombes. Les Moken ont besoin d'un appui du gouvernement pour sauver leur sanctuaire. Maxime interroge le ministre de l'Action sociale sur les perspectives à venir. Monsieur le ministre, pensez-vous que notre travail de cartographie des ressources, ainsi que des lieux d'importance Moken, pourra être utile pour les projets du gouvernement? Je ne connaissais les Moken que dans les livres. C'est la première fois que je les rencontre et je suis fasciné. Au vu de cette exposition, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. La priorité pour notre gouvernement est de garantir la liberté et la préservation du mode de vie Moken. Nous avons constaté en allant dans l'archipel, depuis une dizaine de jours, un nombre de pratiques illégales représentant une certaine menace pour les ressources. À votre connaissance, quelles sont les actions du gouvernement à l'encontre de ces pratiques? Il est vrai qu'en dépit des lois et régulations existantes, il reste très difficile de les faire appliquer. Il y a beaucoup à faire. Si nous ne faisons rien, comment dire, l'écart entre Moken et Birman risque de se creuser encore plus. Nous ferons notre possible pour réduire cet écart.
Les ministres ont promis de s'engager fermement pour stopper la dévastation en cours. L'urgence est de faire respecter les zones de pêche, protéger les îles de la déforestation et préparer l'arrivée du tourisme. Les Moken doivent sans cesse se réinventer pour continuer de vivre selon leurs traditions. Pour trouver d'autres revenus, Miguel, biologiste de l'ONG Oikos, travaille avec des jeunes Moken à la création de circuits touristiques dans le but de proposer bientôt des excursions. Ici, il y a plein de poissons. Tu peux plonger. Il embarque avec eux dans la forêt mangrove proche du village. Un site qu'ils feront bientôt visiter. On aime aller dans les îles et plonger, harponner les poissons. Par ici, c'est beau et il y a plein de mangroves. C'est sûr que les touristes aimeront cet endroit. Et nous, on connaît tous les secrets des îles. L'archipel des Merguis abrite un trésor de biodiversité peu exploré. Il faut attendre la tombée du jour pour assister à un spectacle grandiose. Ouh. Wow. Ces chauves-souris géantes de Malaisie migrent vers l'ouest. Les Moken sont en quête de liberté dans un monde encore sauvage. Un mode de vie inspirant pour l'humanité.